l'étranger, République démocratique du Congo, situation toujours tendue et confuse à Goma. La ville est plongée dans le chaos après l'entrée dimanche soir des combattants du M23 et de soldats rwandais. 5 civils ont été tués au Rwanda vers la frontière avec la RDC ce lundi. L'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont programmé des réunions en urgence. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, c'est une histoire rocambolesque qui alimente toutes les conversations au quartier 2 de Baganté ces derniers jours. Un jeune de 37 ans, père de 7 enfants abusés sexuellement de sa fille aînée, âgée de 13 ans après l'avoir molestée à coups de machette et séquestrée dans sa chambre. Selon ce géniteur d'un autre genre, c'était un moyen pour lui de délivrer sa fille possédée. Le récit dans ce reportage de Junior Ossan sur les images d'Abraham Sarr. Un père accusé d'abus sexuels sur sa fille âgée de 13 ans après l'avoir assommée à plusieurs coups de machette et molestée dans la chambre conjugale au quartier 2 à Baganté. Il m'a privé de sortir de sa chambre. C'est là donc il dit déshabille-toi. Première fois, je fais une tête dure. Deuxième fois, c'est là qu'il prend la machette. Toi, il doit faire que ce que je te dis. À partir de maintenant, tu deviendras ma femme. Quand il m'attache, il couche avec moi, il descend, il fume plus de 3 qualités de stupéfiants. C'est là qu'il dit papa, s'il te plaît, détache-moi. Il dit attends. Il dit ne m'appelle plus papa. Appelle-moi B. Alors qu'on ne connaissait pas qu'elle vient faire les bêtises sur l'enfant comme ça là. Il prend la machette, il tape l'enfant, pax. Il dit à l'enfant que si l'enfant ne dorme pas, même l'école, ça va finir comme ça là. L'acte odieux s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi, sous le regard impuissant de la mère. Je courir, appeler même les gens, rien. Personne. Les gens avaient peur de lui. On a fait les soins de l'enfant. On a même cousu parce qu'elle était déchirée. Il restait derrière pour ramasser les choses de la femme et les enfants, la layette de la femme. Il a mis le feu sur ça. Jusqu'à ma prévenue. C'est moi qui fais toi l'enfant. Le géniteur et tradit praticien justifie son acte en parlant de délivrance. Selon lui, sa fille est possédée d'un esprit maléfique. Oui, elle était possédée, depuis même, elle a même changé physiquement. Et en voilà pourquoi j'ai constaté cela. Et comme je fais aussi dans des produits traditionnels, j'ai donc décidé de travailler sur ma fille. En voilà pourquoi donc, ils ont allé utiliser le terme que j'ai violé ma fille. J'ai insisté que mon enfant m'appelle B parce que j'ai vu physiquement, j'ai vu que c'est Chantal qui est dans l'enfant. Avant, elle dit que ne m'appelle plus jamais papa, appelle-moi B. Le présumé violeur a été appréhendé par les éléments du commissariat de sécurité publique de Baganté et a aussitôt été traduit devant le procureur de la République. Selon certaines sources bien introduites, l'inceste serait la chose la mieux partagée dans cette famille ici à Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Autre chose, à présent, une préfecture saccagée, un mort enregistré, c'est le bilan des manifestations qui ont eu lieu ce week-end dans la ville de Yagua, dans l'extrême nord. Les riziculteurs dénoncent le non-respect des engagements pris par la SEMRI. Face au silence de l'administration, à leurs réclamations, ils ont décidé de saccager la préfecture pour exprimer leur colère. Lille Piedjou, sur les images d'Amélie Aliou. La situation était tendue à Vunaloum, une localité de Yagua dans la région de l'extrême nord. Des riziculteurs bâtons en main ont pris d'assaut la préfecture pour dénoncer des mauvaises pratiques au sein de l'entreprise en charge de la modernisation de la riziculture de Yagua qui plombe la production agricole dans cette partie du pays. Un bien. Entre autres revendications, la revalorisation de la subvention par parcelle, la régionalisation des recrutements, le non-respect des délais des projets conduits par Viva Logon pour améliorer la production du riz. En 2023, ces structures étaient déjà dans l'incapacité de labourer les champs des riziculteurs faute d'engins. Conséquences immédiates, report des cultures, grève des riziculteurs, appauvrissement des populations, entre autres. Cette crise intervient un mois seulement après l'annonce du ministre délégué auprès du ministre de l'économie au Parlement des concertations avec certains partenaires au développement afin de relancer les capacités de production de certaines sociétés agro-industrielles, parmi elles la SEMRI.
20 000 riziculteurs pour à peine 100 000 tonnes de riz par an. Pourtant, les responsables de ces structures annonçaient plus de 180 000 tonnes en 2024 via le projet Viva Logon financé par la Banque mondiale. Les riziculteurs attendent la réaction des pouvoirs publics. Et on reste dans le septentrion pour parler de la lutte contre le phénomène d'enlèvement et demande de rançon avec 7 otages libérés des mains des ravisseurs. La compagnie de gendarmerie de Guidé a mené une opération dans l'arrondissement du Mayo-Oulo, département du Mayo-Loti. Ces malfrats se sont enfuis dans les montagnes, mais la traque se poursuit pour les mettre hors d'état de nuit. Le reportage de Monique Naosi-Fosso et Aïssa Toubouba. L'opération musclée de la compagnie de gendarmerie de Guider est menée dans le village Médébek, canton de Mosgoy. Résultat, 7 otages libérés. Au mois de janvier, nous avons constaté une recrudescence d'actes d'enlèvement avec demande de rançon. Donc, sur instruction de monsieur le colonel commandant de la Légion du Nord, nous avons effectué une descente musclée sur le terrain qui, avec la collaboration des comités de vigilance et l'appui de l'autorité administrative nous a permis de mettre totalement en déroute les malfaiteurs qui se livraient à ces activités et de libérer un nombre de 7 otages qui étaient détenus dans des conditions inhumaines. Ces otages sont entre les mains des malfrats depuis quelques jours. Leur détention est décrite comme inhumaine. Ces enleveurs se sont enfuis dans les montagnes lors de l'opération. Je voudrais une fois de plus lancer un vibrant appel à toutes les populations pour continuer à nous renseigner lorsqu'elles sont en face de ce genre d'individus, que ce soit des inconnus ou éventuellement même des proches, pour nous permettre de lutter activement contre ce phénomène qui en réalité nuit à l'ensemble de la population. Et leur préciser que la gendarmerie nationale continue à rester à leur côté pour garantir leur sécurité et celle de leur famille et de leurs biens. Ces otages libérés, avec la collaboration des comités de vigilance, rentrent dans leurs familles sains et saufs. La population est appelée à dénoncer ces bandits auprès des forces de défense et de sécurité. Retour ici à Douala où la chaussée est transformée en un véritable dépotoir de déchets ménagers par endroits. La situation contraint parfois les automobilistes à emprunter des sens interdits aux heures d'affluence. En plus du mauvais état des routes, ces conducteurs doivent également faire face aux ordures déversées sur la route qui sont très souvent à l'origine des accidents de la circulation. Plus de détails avec Leslie Poumecha et Emmanuel Tibui. Des tas d'ordures qui divisent la chaussée, Bertrand les dépasse au quotidien. Il est conducteur de taxi dans la ville de Douala. Ça, dans la circulation, occasionne l'embouteillage. Le fait de traîner là sur place, ça te fait absorber une grande quantité de gaz carbonique là-bas. Comme lui, plusieurs autres automobilistes vivent le même calvaire. En plus de supporter les odeurs provenant de ces déchets, il faut aussi les esquiver et faire face aux embouteillages. C'est le cas au lieu dit Ange Raphaël et à ses cacao. Ça nous dérange. Quand on trouve des ordures en route à Fakot, on est obligé d'esquiver. Peut-être en voulant esquiver, allez, tu peux te retrouver en bas d'un camion, en bas d'une voiture. Aujourd'hui, non seulement ça empêche la circulation, parce que déjà, en voulant esquiver l'ordure ou quelqu'un qui vient derrière moi, je peux facilement faire l'accident. Au carrefour à Jeep, ce passage clouté nous mène directement à ce tas d'ordures, à l'origine de plusieurs accidents de circulation. Valentin est tenancier de cette boutique de pièces de rechange. Parfois, je laisse le travail pour aller sauver les gens parce que la moto renverse, la peine, il n'y a personne pour sauter. Des choses comme ça, presque une semaine, 3-4 fois que les gens meurent ici. Donc, on demande seulement qu'il vienne et l'enlève la certaine, ça soit constant. Des clichés comme ceux-ci deviennent vulgaires dans la ville de Douala. En attendant une réponse concrète des autorités, les habitants continuent de subir les conséquences. Et vous vous souvenez certainement de ce reportage diffusé la semaine dernière sur notre antenne décrivant la solitude d'une famille du fait de la disparition de la mère. Eh bien, cette dernière a donné signe de vie à notre rédaction. Elle a tenu à livrer les raisons de ce départ après 38 ans de mariage. Selon la dame de 55 ans, elle avait perdu la patience à cause d'un climat pas apaisant dans son domicile. Nos reporters Joël Jomtroy et Michel Foucault lui ont prêté une oreille attentive. À proximité de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, nous rencontrons Maman Denise, ici en Kaba.
La quinquagénaire dont l'époux disait être sans nouvelles depuis 5 mois livre ce 27 janvier à visage caché quelques raisons de son départ. 38 ans de souffrance sur toutes les formes. Si vous regardez même mon visage, il y a les blessures, les cicatrices partout. Là, c'est lui. Vous avez déjà vu un homme qui tape sa femme avec la bassine d'eau sur la tête. Ce monsieur a eu son argent de retraite. Il m'a dit 8 millions. Je n'ai vu que 130 000. Il y a 5 jours, le monsieur partageait avec nous la solitude de sa famille et n'excluait pas qu'elle ait été prise en otage par un gourou. Je la soupçonne dans des églises réveillées. La personne qui est en train de la garder là, c'est illégal. C'est une femme mariée avec des enfants. Ce que réfute cette maman qui dit avoir pris une décision difficile mais nécessaire pour son équilibre. Si je suis sortie, parce que j'étais jusqu'ici, j'étais déjà débordée, j'étais même malade. Il fallait préserver ma santé. Aujourd'hui, la mère de famille gagnerait sa vie dans un boulot temporaire de ménagère. Elle se dit prête à répondre si la justice la saisissait. J'attends qu'il m'amène en justice. Je veux me présenter. J'ai aimé mon mari. Je l'ai aimé, j'ai aimé mes enfants. Quand une grand-mère laisse ses petits-fils, c'est la douleur. C'est la douleur, je vous dis. Après cet échange, la dame est repartie sans laisser de traces. Et du nouveau également dans l'affaire des ex-employés d'Interstice, à la demande du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, les manifestants ont accepté de suspendre leur grève du côté de l'inspection du travail après près d'une dizaine de rencontres entre les parties prenantes. L'institution n'a pas pu aboutir à la conciliation souhaitée. Les procès-verbaux de non-conciliation sont prêts, sollicités. Interstice n'a pas souhaité donner sa position. Les dernières évolutions de cette affaire dans ce reportage de Joël John 3 et Michel Foucault. Saisi par le collectif des délégués du personnel, puis par le collectif des ex-employés d'Interstice Cameroun, depuis le 11 novembre 2024, l'inspection du travail avoue s'être mis à pied d'œuvre pour une issue favorable dans cette affaire des licenciements pour motifs économiques. Nous avons beaucoup évolué depuis le départ. L'employeur s'est exécuté déjà quand à remettre le certificat de travail, a donné même déjà une lettre de rupture en bonne et due forme. Et l'employeur également a produit un état de solde de tout compte pour chacun des travailleurs. Les deux parties étant opposées sur le calcul des sommes à payer, l'institution dit avoir atteint le moment de se dessaisir de ce dossier. Le procès verbal de non-conciliation collective est disponible à nos services. Après la signature des procès verbaux, nous allons naturellement transmettre l'acquis de droit, notamment au tribunal, parce que comme c'est un différent collectif, c'est ça la procédure. Ce lundi matin, devant les locaux d'Interstice Cameroun au quartier Bastos, les manifestants lèvent le camp à l'issue d'une rencontre avec le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Nous avons donc convenu à laisser les anciens employés vaquer à leurs différentes occupations. Une intervention que l'autorité administrative classe dans une démarche d'apaisement du climat social et de recherche de la justice. Je leur ai demandé de donner une semaine à ces responsables de venir nous rencontrer et de prendre les dispositions pour régler leurs problèmes, tout en préservant l'ordre public. Nous sommes disposés à les accompagner jusqu'à ce que justice leur soit rendue. Nous avons tenté d'avoir la version de l'entreprise accusée. Les responsables n'ont pas donné suite à notre demande. Et je le disais en titre, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a fait son choix pour l'élection présidentielle de cette année. Il s'agit de Paul Biya. Choix contenu dans une déclaration lue cet après-midi à l'issue de la réunion élargie de leur bureau exécutif à Yaoundé. Les travaux étaient pilotés au Palais des Congrès par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji. Le compte rendu de Daniel Anissemboudi et Constant Kanga. Pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2025, la position du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est tranchée et sans appel. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après une évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle.
L'assistance applaudit à tout rompre. C'était l'un des principaux points à l'ordre du jour de cette réunion élargie du bureau exécutif de l'association, tenue ce 27 janvier à Yaoundé. Le CNCTC motive son soutien à Paul Biya par l'attention spéciale qu'il leur accorde et en se basant sur son récent discours du 31 décembre dernier, il rappelait sa détermination à toujours servir le peuple. Les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un traitement salarial mensuel. Les chefs traditionnels sont présents dans les institutions de la République où ils occupent d'importants postes de responsabilité. La déclaration est ensuite remise au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui, tout enthousiaste, promet de la porter ce soir même au chef de l'État. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence, M. Paul Biya, ce jour, pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Près de 300 chefs traditionnels, membres de ce conseil, prennent part aux travaux. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est une association créée en 2010 par Feu le Lamido de Garoua, Garga Alim Hayatou, par ailleurs ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé des épidémies et pandémies. Et la réunion élargie du bureau exécutif des chefs traditionnels de ce 27 janvier était également consacrée à la mise sur pied d'un nouveau bureau exécutif. Au cours des travaux, Guy Tsala Nzomo, chef supérieur des Ding par Obala, a été porté par ses pairs à la présidence permanente du bureau exécutif. Il remplace à ce poste Garga Alim Hayatou, Feu le Lamido de Garoua, décédé en 2021. Je vous propose une attitude du nouveau président Guy Tsala Nzomo au micro de Daniel Anissemboudier et Constant Kamga. Vous m'avez élu à la tête de notre organisation. Mais ne me laissez pas au carrefour. C'est seulement avec vous que nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les chantiers sont vastes, énormes. Et ces chantiers ne vont pas impliquer seulement ceux dont les noms ont été cités ici. C'est une affaire inclusive, collective, qui va concerner tous ceux qui ont la qualité de chef traditionnel. Et les leaders de l'opposition camerounaise remettent le couvert avec le projet de réforme consensuelle du code électoral. Après les travaux menés par le groupe des 7 pilotés par la présidente de l'Union démocratique du Cameroun, Patricia Tomaino Namjoya, c'est au tour de Samuel Bilon du mouvement réformateur de s'inscrire dans la même lancée. Une concertation s'est tenue ce 27 janvier à Yaoundé à l'effet d'apporter du sang neuf à ce projet. Le compte rendu de Janice Kamga et Raoul Ngofo. Du déjà vu, du déjà entendu, le projet de réforme consensuelle du code électoral camerounais revient sur le devant de la scène politique, mais pas avec les mêmes acteurs. Si nous sommes là, c'est parce que les travaux antérieurs n'ont pas porté les fruits. Tant que nous n'allons pas être écoutés, tant que les revendications, les manquements ne vont pas être solutionnés, nous allons continuer à nous battre. Si ça n'a été une initiative qui va sur la même lancée que cette partie ont lancée, ce n'est pas ils sont protagonistes, on ne s'oppose pas. Maintenant, depuis qu'on l'a fait en 2021, on n'a pas eu d'autres actions par la suite. À l'initiative du mouvement réformateur, la concertation de ce 27 janvier 2025 vise pour les leaders de partis qui y participent à apporter leur pierre à la préparation d'une présidentielle apaisée, transparente et démocratique. Plusieurs aspects perfectibles de la loi électorale sont abordés. Notre code électoral est illégitime dans ce sens que, en fixant l'âge de participation, par exemple à l'élection présidentielle, à 35 ans, on exclut plus de 75% de notre population de leur possibilité, de leur capacité à candidater. On va sortir de la littérature. L'idée, c'est qu'à la fin de cette séance,
qu'on arrive à des résolutions fortes. À 9 mois de la présidentielle d'octobre prochain, cette nouvelle tentative version junior espère rencontrer plus de succès que le premier jet, dont le corpus de propositions semble être resté dans les tiroirs. Dans le même temps, Douala a accueilli ce lundi la concertation entre le Conseil électoral et les membres de la commission mixte. Ceci dans le cadre de la mission des membres du Conseil électoral en vue d'évaluer et de superviser le lancement de la révision des listes électorales au titre de l'année 2025. Un temps de bonnes nouvelles, mais aussi de reproches sur le déploiement des LECAM sur le terrain en vue de faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Le reportage de Junior Ossan et Emmanuel Tibi. Quand nous inscrivons, sans inscrire après 15 heures, ça veut dire que nous ne voulons pas inscrire. C'est un reproche qui a longuement animé cette concertation entre le membre du conseil électoral en charge du littoral, Dorothée Ndiema, et les membres de la commission mixte ce lundi matin à Douala. Et le dimanche déjà, LECAM refuse d'aller faire inscrire les gars. C'est inadmissible qu'on puisse accepter ça. Occasion également pour les uns et les autres d'insister sur leurs propositions pour une inscription massive avant l'élection présidentielle. Nous voulons également que même les jours ordinaires, que LECAM puisse prolonger les heures, c'est-à-dire que même jusqu'à 17 heures, les populations puissent continuer à s'inscrire sur ces listes électorales. Autre reproche de ce jour, c'est la non-disponibilité des inscriptions sur le site web LECAM. À ce sujet, Dorothée Ndiema rassure. La bonne nouvelle est que cette possibilité existera à partir du mois de février. On n'aura pas besoin de se déplacer pour aller vérifier si son nom figure ou non sur la liste électorale. Soulignons que l'état des inscriptions et opérations annexes au 24 janvier 2025 dans la région du littoral indique 1171 inscrits dans le Mungo, 139 inscrits pour l'UNCAM, 313 pour la Sanaga maritime et 6358 inscrits pour le département du Vouri. De l'économie à présent, appropriation des amendements de la loi de finances 2025. Les contribuables professionnels et non professionnels viennent d'achever à Douala un séminaire d'imprégnation de la loi fiscale au Cameroun. Ces dispositions relatives au Code général des impôts et à celles relatives à la législation douanière, plusieurs innovations ont été exposées. Le but étant d'encourager le civisme fiscal et d'apporter des éléments de réponse sur ce qui est qualifié de pression fiscale subie par les contribuables. Monique Naosi-Fosso et Emmanuel Tibu. Pour collecter plus de 7 300 milliards de francs CFA destinés au budget de l'année 2025, l'État a élargi l'assiette fiscale à 2,5 millions de contribuables non professionnels, ce qui accroît la pression fiscale à 13,9%. Nous avons une pression fiscale de 13,9%. Comparé aux pays à niveau de développement comparable, cette pression fiscale est assez faible. Nous voulons améliorer et optimiser les capacités de contribution des Camerounais, raison pour laquelle nous mettons l'emphase sur l'élargissement de l'assiette. Nous voulons que chacun entre dans la base imposable pour que chacun puisse contribuer en fonction de ses capacités contributives. Les secteurs des jeux de hasard, les transferts d'argent entre autres, connaissent un accroissement d'impôts à payer. Pour l'assainissement des espaces publics, 200 milliards de francs CFA sont à collecter pour le compte des collectivités territoriales décentralisées. Il y a un droit d'accise qui existait à hauteur de 0,5% sur les importations. Il y a tout simplement eu un ajustement du taux de ce prélèvement qui passe de 0,5% à 1% collecté par l'administration en charge des douanes et fléché au CTD pour les questions liées à la salubrité. C'est pour davantage expliquer l'actualité fiscale et douanière de la loi de finances 2025 que ce séminaire est organisé par le cabinet Conseil fiscaux associés au bénéfice des contribuables de divers autres. Nous mettons un accent très important à ce que ces séminaires soient bien organisés, à ce que l'administration fiscale, le directeur général des impôts et parfois le directeur général des douanes envoient leurs représentants pour qu'à la fois les participants écoutent nos positions en tant que professionnels indépendants, mais également écoutent la position de l'administration. Une appropriation des innovations mettrait des contribuables à l'abri des sanctions, car nul n'est censé ignorer la loi.
Et depuis ce 27 janvier à Douala, les pays de l'Afrique centrale sont embarqués dans le train de l'harmonisation des statistiques dans le cadre d'un atelier d'examen et de validation des outils techniques de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Les précisions dans cet élément d'Anaïs Lankanga. Marquer un pas de plus vers une meilleure connaissance des réalités économiques et sociales. C'est l'un des enjeux des pays de la sous-région à travers cet atelier visant à consolider l'harmonisation des statistiques sur les conditions de vie des ménages qui se tient depuis ce lundi dans la ville de Douala. Qui aide beaucoup à avoir les données fiables et faire des programmations économiques, même l'indice de la population. À partir du moment que nous harmonisons d'abord à l'intérieur de la zone CEMAC et étendue avec d'autres zones, c'est une idée de coopération entre les deux structures, les deux communautés. Au menu des échanges, la couverture des produits et zones géographiques, la méthodologie d'échantillonnage, des points de vente et l'organisation de la collecte et du traitement des données. La statistique, c'est l'outil principal d'aide à la décision et informer les politiques publiques. C'est extrêmement important pour pouvoir planifier et bref, avoir un développement qu'on conduit de manière efficace. Ce projet réunit les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est question d'harmoniser les statistiques dans le domaine des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Le financement global pour tous les pays de ces deux sous-régions est estimé à près d'$1 milliard. Du sport à présent, championnat professionnel camerounais et de 2 pour l'Aigle Royal du Mungo. L'ancien champion du Cameroun de l'Elite 2 vient de remporter son 2e match depuis son accession en Elite 1. Les détails avec Mathieu Fangwa et Luciano Diaco. L'Aigle Royal du Mungo a réalisé la plus belle opération de cette 9e journée. Battu par AS Fortuna lors de la 8e journée, le Rapace a redéployé ses ailes au stade municipal de Melon contre Faux Vazu de Yaoundé. En effet, le nouvel entraîneur Laurent Ndiama a trouvé la stratégie pour étouffer les poulains de Gabriel Aman en grande forme ces dernières semaines. Le symbole de cette victoire n'est nul autre que Laurent Ndiama. Il a trouvé le déclic grâce à l'implication de Denis Mbaga et ses coéquipiers. Mais je crois que pour un début, on ne peut que dire au gars bravo. Je crois que ça fait la sensation de revenir sur un terrain. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir peut-être retravailler. Sauf qu'il y a beaucoup de fioritures dans le dernier pass chez nous. Maintenant, c'est des choses qu'il faut corriger. Rappelons que le capitaine Eval, Joël Dedi Kinguet et les siens ont été à l'ouvrage pendant les 90 minutes pour aller chercher cette victoire ô combien précieuse. On sort d'une défaite contre AS Fortuna. On était sur une dynamique de victoire et ça nous a un peu dérangé. Mais Dieu merci, à domicile, nous sommes contents parce qu'on a gagné 2 buts à 0. Vous savez, c'est pas facile de mettre le but. Ça montre qu'aux entraînements, les choses sont mises en place et dans le terrain, ça suit. Sur le premier but, c'est un mauvais placement du gardien qui n'apprécie pas bien la distance de ses buts avec la position du ballon. Et le deuxième, c'est nous-mêmes qui marquons dans nos propres buts. Donc c'est très dur pour nous. Les Bleus-Blancs du Mungo ont concrétisé un résultat minutieusement préparé. Et nous aurons tout à l'heure, avant la fin de ce journal, des nouvelles du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La cérémonie qui vient donc de débuter, qui a débuté il y a quelques instants, un peu plus de 2 quarts d'heure à Rabat au Maroc. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Mais avant, on va à l'étranger où Goma est entre les mains des rebelles du M23 et des soldats rwandais. Des tirs ont été entendus à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ce lundi matin, à l'est de la RDC, la frontière est fermée. De nombreuses familles fuient la localité. Et le Mali, le Burkina Faso, le Niger quittent définitivement la CEDEAO demain, 28 janvier. Une réunion s'est tenue hier pour les modalités de rupture. Lille Pédiou et Calvante Campo Escamante. Situation confuse en République démocratique du Congo. Des tirs retentissent depuis dimanche et ce jusqu'à ce lundi au centre de la ville de Goma. Les rebelles du M23
ont revendiqué tôt ce lundi la prise de la capitale provinciale du Nord Kivu. Les affrontements ont fait 13 morts, parmi lesquels les casques bleus et les forces étrangères. Ces dernières heures, des centaines de personnes tentent de fuir vers le Rwanda, ce qui vient fragiliser la situation humanitaire déjà critique dans la région. Les Nations Unies décrivent une panique générale. Le gouvernement congolais qualifie l'avancée du M23 de déclaration de guerre. Pendant ce temps, le M23 annonce la prise de la ville quelques minutes avant l'expiration du délai de 48 heures imposé à l'armée congolaise pour rendre les armes. Le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion de crise à Kinshasa dimanche soir pour faire le point sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, dont Goma est la capitale. Face à ce que le ministre des Affaires étrangères de la RDC qualifie d'attaque d'une intensité sans précédent, au vu au sud du monde entier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU a rejeté la faute sur le gouvernement congolais, affirmant que ces 3 dernières décennies, l'instabilité, les attaques, les infiltrations, les tirs d'obus et les pertes en vie humaine dues aux activités des groupes armés sur le territoire rwandais sont venus singulièrement de l'autre côté de la frontière de la RDC. Le groupe armé antigouvernemental M23 et 4000 soldats rwandais, selon l'ONU, combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. La frontière avec le Rwanda est fermée depuis ce lundi matin. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est avec les présidents congolais et rwandais est annoncé dans les 48 heures. En attendant, Kinshasa accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre. Les pays étrangers sont inquiets et appellent à un cessez-le-feu et au dialogue. Le processus de séparation avec la CEDEAO est en marche. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont organisé dimanche à Ouagadougou une réunion pour définir les formalités de leur rupture avec la CEDEAO. Pendant les échanges, les autorités des 3 pays ont affiché leur détermination à mener à bien ce retrait via une feuille de route précise et consensuelle. Le 28 janvier 2025, c'est officiellement la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Motif, l'organisation économique régionale est sous l'influence des puissances internationales, notamment la France. Réussir la transmission d'entreprises familiales au Cameroun vers une grille d'analyse de pérennité, c'est la thèse défendue par un jeune doctorant, Gabriel Koueni, à l'université Paul Valéry Montpellier 3, devant un jury composé d'éminents professeurs d'université, chercheurs et experts en management de changement. Le chercheur camerounais a obtenu la mention très honorable. Et dans le même temps, l'État du Cameroun reconnaissant à l'endroit de l'Institut universitaire Sciento, le ministre de l'Enseignement supérieur a signé le 20 janvier dernier la décision homologation de l'école des majeurs. Ce sont les sujets du plus du JT de ce soir. La transmission des entreprises familiales africaines devient un sujet très préoccupant au regard de nombreux conflits d'héritage qui déchirent les familles et menacent la survie de ces centres de création de richesses. Dans un environnement aussi complexe, comment assurer la pérennité des entreprises familiales au Cameroun? C'est pour apporter une réponse à ces questions que le docteur Gabriel Koueni a présenté et défendu sa thèse de doctorat en business administration sur le thème « Réussir la transmission d'entreprises familiales au Cameroun vers une grille d'analyse de pérennité ». Cette soutenance a eu lieu à l'université Paul Valéry de Montpellier en France, le samedi 25 janvier 2025. C'est depuis 3 ans que nous avons engagé le travail pour rechercher les raisons pour lesquelles les entreprises familiales au Cameroun ne survivent pas de leurs promoteurs. On se retrouve dans des situations où, seulement pour la ville de Douala, en 2024, on a mis 270 procès concernant l'héritage. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, les enfants aient un regard différent de l'entreprise que leurs parents. Pour résoudre ce problème majeur qui touche l'économie du Cameroun, Dr Gabriel Koueni a mis au point un modèle baptisé GoPlan, un cadre conceptuel développé pour répondre aux enjeux spécifiques des pays africains. GoPlan est la boussole, le nouveau GPS des entreprises familiales soucieuses de leur pérennité. Son travail a reçu l'approbation avec félicitations particulières du jury. La contribution de notre travail sur le plan managérial a consisté à proposer
un modèle qui s'appelle GoPlan, qui s'appuie sur 3 piliers. La gouvernance, la planification et l'anticipation. Une entreprise qui accepterait d'entrer dans ce cadre, de se soumettre à ce modèle ou d'utiliser ce modèle, se donnerait un peu plus de chances de pouvoir suivre de son promoteur. Engagé depuis des années pour le développement économique du Cameroun, Dr Gabriel Koueni est également un acteur clé du secteur publicitaire camerounais. Il met son expertise au service de la structuration des entreprises familiales. Grâce à ses recherches innovantes et ce modèle adapté aux réalités africaines, Dr Gabriel Koueni ouvre la voie à une nouvelle ère pour les entreprises familiales du Cameroun. L'État du Cameroun confirme l'excellence académique de l'Institut universitaire Siantou. L'annonce a été faite le 20 janvier 2025. Il me plaît particulièrement d'annoncer que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a accordé ce 20 janvier 2025 l'homologation à l'Institut universitaire Siantou. À travers cette homologation, l'école des majors trône au sommet des meilleures universités privées du Cameroun et de la sous-région. L'homologation, ça veut dire que vous avez atteint un niveau très élevé dans l'excellence académique, un niveau très appréciable des infrastructures d'accueil, un niveau très excellent au niveau des équipements et au niveau bien évidemment du personnel enseignants qui encadrent les étudiants au quotidien. Pour le président du conseil d'administration et fondateur de cet institut, il s'agit d'un couronnement d'une trentaine d'années d'efforts. Je remercie de tout cœur le chef de l'État qui avait pris le risque, même le risque mesuré, en m'accordant l'autorisation d'ouverture de l'enseignement supérieur l'année 1991. Nous avons donc cheminé pendant bientôt 34 ans et je pense que ce sacre du ministre de l'Enseignement supérieur nous fait dire que nous avons atteint le bout du tunnel. Au-delà de l'homologation, la journée du 20 janvier 2025 est également consacrée à l'installation des principaux dirigeants de l'Institut universitaire Siantou, parmi lesquels le président du conseil d'administration et fondateur de l'Institut, l'honorable Lucien Wantou Siantou, le recteur, professeur titulaire des universités Jean-Claude Chouanke, le président du conseil scientifique, professeur titulaire des universités Boniface Bi, le directeur de l'école supérieure des sciences de la santé, le professeur titulaire des universités René Kamangan. Pour ce nouveau staff administratif et pédagogique, il sera question de porter encore plus haut l'école des majors. Il a été doyen, il a été vice-recteur, il a été directeur des affaires académiques. Je crois que toutes ces armes qu'on m'a confiées à la fonction publique vont m'aider à faire avancer l'Institut. La spécificité de l'enseignement supérieur, ce n'est pas de faire de l'enseignement et de la recherche, mais c'est de faire de l'enseignement par la recherche. Et donc c'est une tâche exaltante à laquelle, avec mon éminent collègue, nous allons nous atteler. Ouvert en 1991, l'Institut universitaire Siantou est un acteur clé de la formation supérieure au Cameroun. Et je vous l'annonçais tout à l'heure, tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Eh bien, le Cameroun sera bientôt fixé sur son sort. Je vous propose de prendre en direct de Rabat au Maroc la fin du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour compléter le groupe B, mais bien avant de commencer, on va regarder une vidéo des 5 équipes qui vont être tirées.
5 teams that we have in Africa that will be completing from Group B all the way to Group F. Let's see the team that will be completing Group B. Mustafa. Egypt are the king of AFCONs with 7 champions. They are back for the 27th time. They will be joining South Africa, Angola and Zimbabwe in Group B in position B1. Complétez le groupe C. Mustafa. Nigeria. The 3-time champions, Nigeria. 1998 runners-up here in Morocco and runners-up in the last AFCON in Côte d'Ivoire. Nigeria will be aiming for a 4th title in Group C, where they will be joined by Tunisia, Uganda and Tanzania. And Group D. Senegal. The Teranga Lions, under the leadership of coach Aliou Cissé, Senegal achieved their very first historic AFCON title in 2001. His leadership has cemented Senegal as one of the football elites in Africa. They will be in Group D, joining DR Congo, Benin and Botswana in position D1. And to complete Group E, Algeria are 2-time champions. They were undefeated in the qualifiers. Algeria are just 3 goals short of hitting the historical 100-goal mark in AFCON history. They will be in Group E in position E1, joining Burkina Faso, Guinea Equatorial and Sudan. And to complete our draw for this evening, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Serge Aurier was part of the team that won the last AFCON on home soil against all odds. The Côte d'Ivoire will be in Group F in position F1, joining Cameroon, the arch rivals, Gabon and Mozambique. Let us have a look at the 6 groups now that the draws are complete. In Group A, we have Morocco, Mali, Zambia, and Comoros. In Group B, we have Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe. In Group C, we have Nigeria, Tunisia, Uganda, and Tanzania. In Group D, Senegal, DR Congo, Benin, and Botswana. In Group E, Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatorial, and Sudan. In Group F, we have Côte d'Ivoire, Cameroon, Gabon, and Mozambique. The stage is set for what promises to be an unforgettable tournament. I think all the groups are very well balanced. I would like to appreciate our legend who assisted with the draw this evening. Merci Mustafa, merci Serge, merci Aliou, merci Victor. Good luck to all the teams that will be participating in the competition and to all our passionate supporters of African football. The countdown has begun. You have 11 months to plan your journey to Morocco and be part of what promises to be an unforgettable experience. From December 2021, the festive season will be unlike any other, with a celebration of African football, unity and memories that will last a lifetime. From my side, thank you very much. I'll give the floor to Mimi Fawaz to come and discuss with our legends to get their impressions on the group. Thank you. Et voilà, vous venez donc de suivre en direct sur Canal 2 International ce tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et je reçois sur ce plateau André Mirabobob, chef service des sports à Canal 2 International. Bonsoir.
Bonsoir Michael Tikio. Eh bien, les premiers enseignements de ce tirage, le Cameroun est dans la poule F, c'est ce qu'on retient ce soir. Oui, c'est une poule bien corsée pour les Lions indomptables du Cameroun, des retrouvailles en vue. Tenez, la Côte d'Ivoire, c'est le champion en titre. Des retrouvailles parce que la dernière opposition entre les Lions indomptables et les éléphants de Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations, c'était défaite 0 but contre 1 du côté de Malabo en 2015. Dernier match de poule et derrière, c'était l'élimination dès le premier tour pour les Lions indomptables. On retrouve aussi le Gabon, nos chers voisins, les Panthères. Dernière opposition en Coupe d'Afrique des Nations, défaite aussi pour le Cameroun pour l'avant-dernière opposition. Évidemment, c'était en 2010, 0 but contre 1 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la toute dernière, c'est match nul du côté de Libreville en 2017. Un match nul qui qualifie les Lions indomptables pour la suite de la compétition. Et on sait derrière, c'était quart de finale et demi-finale du côté de Franceville et le trophée à Libreville lors de cette édition 2017. Cette dernière opposition, c'était match nul, 0 but partout avec des exploits de Fabrice Ondoa. L'autre adversaire, le petit pousset du groupe, c'est le Mozambique. Mais il ne faut pas le simplifier. Les dernières oppositions, c'était les qualifications sur la route de la Coupe du Monde de 2022 avec des victoires des Lions indomptables. 3 buts à 1 à la maison à Japoma, souvenez-vous, et 1-0 à l'extérieur lors du match retour. Des retrouvailles en vue pour cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. On sait, la dernière expérience a été difficile avec cette qualification en 8e de finale au bout du bout face à la Gambie. C'était évidemment à Bouaké. Eh bien, on l'a donc retenu, le Cameroun est dans le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. Voilà donc le résultat de ce tirage au sort ce soir. Mais on parle aussi, André Mirabeau, de ces mauvaises nouvelles qui nous viennent de Rabat avec le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Les candidatures des Camerounais rejetées. Ouais, c'était une rumeur ces dernières heures, elle est finalement officielle. La nouvelle, aucun Camerounais retenu dans la liste des personnes éligibles à intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football, Samuel Eto'o et Seydou Mbombo Djea, ont postulé. Finalement, ils sont recalés. Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football, et son prédécesseur pourront faire recours au tribunal arbitral du sport, mais en attendant, c'est bien une mauvaise nouvelle parce que l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, la 14e du genre, prévue le 12 mars prochain, il n'y aura aucun Camerounais sur la ligne de départ. Les deux hommes pressentis pour intégrer le comité exécutif de la CAF sont recalés et c'est une mauvaise nouvelle pour le vert rouge jaune qui ne sera pas présent peut-être à cette grande messe du football continental. Nous y reviendrons, bien sûr, André Mirabeau, et nous suivrons, pourquoi pas, peut-être, ces recours introduits au tribunal arbitral du sport par les deux protagonistes ou les deux plénipotentiaires du Cameroun dont les candidatures ont été rejetées. Nous y reviendrons naturellement. Merci à vous d'être passé par ici ce soir. Merci, Michael. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition du 19h50. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci encore de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir.